En quelques jours, 3 signaux importants viennent de changer le contexte juste avant les résultats financiers de Nvidia qui sont prévus pour le 26 août. Et séparément, aucun ne prouve que le boom de l'IA est terminé. Mais ensemble, ils pourraient radicalement changer la façon dont le marché interprétera les prochains chiffres de Nvidia. Premièrement, il y a un risque dont plusieurs analystes indépendants, m'incluant, qui en parlent depuis plusieurs mois, mais ça a enfin rejoint les médias mainstream avec un article du 16 août du Wall Street Journal. Et dedans, il parle d'environ 3 000 milliards de dollars d'engagement et la grande majorité ne ressortent pas des chiffres qui sont habituellement suivis ou trouvés par les investisseurs. Alors deuxièmement, Nvidia vient de présenter des plateformes financières qui sont censées mobiliser plus de 500 milliards de dollars pour aider son propre écosystème et continuer à acheter des infrastructures dans l'intelligence artificielle. Et troisièmement, après des fortes tensions sur les taux longs, le Trésor américain vient de doubler certains de ses rachats d'obligations. Et cette annonce a immédiatement secoué les actions, les obligations, l'or, le dollar et le yen. Ces 3 événements nous ramènent donc à une question. Qui financera les milliers de milliards nécessaires au boom de l'IA et à quel coût? Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que le Wall Street Journal a réellement identifié, pourquoi les 500 milliards annoncés par Nvidia ne sont pas ce que plusieurs titres laissent entendre, et pourquoi la réaction du marché obligataire pourrait devenir particulièrement importante lors des résultats de Nvidia. Et à la fin, nous verrons comment un investisseur très exposé à Nvidia ou à l'IA peut se préparer sans devoir prédire ce qui arrivera la semaine prochaine. Si vous êtes nouveau ici, je suis Nico Deboni et j'aide les investisseurs autonomes à comprendre ce qui se passe réellement sur les marchés et surtout à essayer de détecter les changements de tendance avant que ça devienne évident pour tout le monde pour pouvoir mieux gérer le risque. Je suis ces mécanismes de financement de l'IA depuis plusieurs mois, donc ce qui m'intéresse ici, c'est surtout le timing de quand est-ce que ça a été publié et quand est-ce que c'est arrivé sur les médias mainstream. Alors vous avez probablement vu passer cet article dans les 2 derniers jours, on dirait que tout le monde l'a découvert en même temps. On va passer à travers l'article rapidement, surtout qu'il est derrière un paywall, donc si vous n'êtes pas abonné, vous n'aurez pas forcément accès aux détails, mais voilà, je voulais le contraster avec un autre article publié la même journée, ici par Jim Cramer sur CNBC, où lui, il nous parle de Things can be different this time, les choses peuvent être vraiment différentes cette fois-ci, la fameuse phrase que les gens disent en général juste avant que ça casse. Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi un peu le contraste de... On s'attend principalement à ça des médias mainstream pour essayer d'alimenter la narrative et les gens qui payent pour leur publicité. Et quand on voit ce genre d'article qui arrive enfin dans le mainstream, c'est quand même un moment important et c'est bien d'y porter attention. Donc les investisseurs qui n'ont accès ou qui ne vont chercher que ce genre d'informations, ils vont commencer peut-être à se poser des questions par rapport à la réalité versus le narratif qui est poussé. Par exemple, qui finance tout ça? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est durable, etc. Donc, on va regarder ça maintenant. Alors, le 3 trillions qu'on voit ici en anglais, c'est 3 000 milliards de dollars et c'est pas une perte. C'est des engagements futurs qui comprennent par exemple des contrats de location de centres de données, des achats futurs de matériel, des contrats énergétiques et d'autres obligations à long terme. Et le problème, comme vous voyez ici, c'est que les 2/3 à peu près de ce 3 000 milliards de dollars sont dans la partie bleue ici, qui serait la partie cachée, la partie qui est opaque, qui n'est pas facile à aller chercher, à comprendre, etc. Donc c'est pour ça que les investisseurs autonomes, c'est pas le genre d'information qu'ils ont accès facilement. Je vais juste amener une petite nuance ici. Quand c'est hors bilan, ça ne veut pas forcément dire que c'est frauduleux, ou que c'est secret, ou que c'est automatiquement dangereux, mais ça amène quand même quelque chose que les investisseurs ont moins tendance à aller chercher et qui peuvent poser problème parce que quand ça va bien dans l'économie ou dans l'entreprise, il n'y a pas de problème. Le jour où ça se retourne, c'est là qu'il peut y avoir un risque que la plupart des gens n'avaient pas vu venir. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, je vais passer rapidement à travers les éléments clés avec vous. Donc, si on descend, je trouve que ça, c'est un des graphiques importants parce qu'en fait, vous voyez, en gris, c'est la partie des ce qu'on appelle le CAPEX. Et donc, on en parle souvent comme si c'est vrai, c'est historique, c'est énorme, etc. Mais regardez en pourcentage à quel point c'est tout petit, surtout pour Alphabet, donc Google, Meta, Oracle, Nvidia aussi, un peu moins pour Microsoft, Amazon, mais quand même, globalement, il y a une énorme partie ici qui est beaucoup plus grosse que déjà la partie qu'on considère comme très grande. Donc ça vous donne, je trouve, un bon visuel de à quel point c'est problématique. Ensuite, ils ont pris un exemple ici avec le centre de données de Meta, de Facebook, le centre en Louisiane, pour montrer l'histoire du financement. Alors voilà, si vous avez accès à l'article, vous verrez les choses au fur et à mesure. Et en gros, c'est encore toute une histoire de paiement circulaire où Meta serait en même temps le propriétaire partiel avec Bluehole qui est dans le crédit privé. Si vous me suivez, vous savez à quel point c'est pas une bonne nouvelle. Et en même temps, il louerait sur 20 ans le centre de données
et ils ont donné des garanties à ceux qui ont fourni le financement, mais en même temps, ils mettent pas d'argent de côté pour cette obligation. Alors, enfin bref, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Alors voilà, c'est un des graphiques importants. Un autre élément important, c'est ce graphique qui montre l'accélération, particulièrement justement, encore une fois, pour Google, Meta, Microsoft aussi, Nvidia, et que en fait, Google, ils n'ont pas vraiment donné de détails en plus dans qu'est-ce que c'est exactement cette accélération pour tous ces achats, même dans leurs états financiers, etc. Donc, on voit que c'est ça. Il y a vraiment une accélération qui se fait, mais il n'y a pas de transparence vraiment sur ce que c'est, et donc des investisseurs pourraient se poser des questions là-dessus. Vous voyez ici justement que Alphabet Google est passé de 332 milliards de dollars à 811 milliards de dollars, et donc c'est pour ça la fameuse accélération, mais sans vraiment préciser ce que c'était. Donc c'est ce genre de choses qui pose problème. Et pour Meta, voilà, ce que je voulais vous montrer ici, ils ont dit que leur but c'est de rester pour 20 ans, et que voilà, ils garantissent que s'ils ne restent pas pour les 20 ans, ils s'assuraient que ceux qui ont prêté de l'argent ne seraient pas en perte. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire on garantit, mais on ne le considère pas comme quelque chose qu'il faut garantir avec du cash. En tout cas, de mon point de vue, ça semble louche. Et c'est ici que l'analyse de l'annonce de Nvidia devient particulièrement importante. Alors, je ne peux pas vous donner tous les détails dans cette vidéo, mais j'ai préparé une analyse beaucoup plus détaillée sur le carnet des marchés, qui est mon Substack. Et donc, je vais vous montrer rapidement les éléments clés. Comme ça, vous aurez une petite idée, mais vous pouvez aller voir parce que je ne peux pas tout mettre dans une vidéo. Donc, vous avez sûrement vu plein d'articles qui parlaient de ça. C'était dans les nouvelles. Il y avait des petites confusions qui pouvaient être, surtout si les gens ne lisent que le titre. Souvent, quand on voit ça, on se dit « Ah, ça y est, il y a 500 milliards de plus qui sont mis là-dedans. » Mais non, c'est pas ça la réalité. C'est qu'en fait, c'est un fonds, pas un financement. Et c'est pas quelque chose qui est là tout de suite. Ce serait quelque chose sur la durée. Donc, c'est avec votre argent ou l'argent des gens à la retraite qui ont des fonds d'investissement, etc., qui seraient potentiellement amenés vers des partenaires de Nvidia via le crédit privé. Voilà, déjà en partant, il y a beaucoup de gens qui l'ont interprété comme 500 milliards avec tout de suite, j'achète du Nvidia, j'achète de je sais pas quoi, etc. Et ils n'ont pas réalisé qu'en fait, c'est pas ça du tout. Un autre élément clé, c'est que c'est pas fait non plus. C'est juste une annonce. N'oubliez pas, ils n'arrêtent pas d'annoncer et d'annoncer des annonces, etc. Premièrement, c'est 6 protocoles d'attente non contraignants, ce qu'on appelle des MOU en anglais. Et d'ailleurs, si vous revenez sur l'annonce d'NVIDIA, si on va tout en bas, c'est ça qu'on voit tout de suite ici, la dernière phrase, voilà, que c'est pas réglé, c'est pas signé, c'est pas fini, c'est pas finalisé, quoi que ce soit. Je voulais vous rappeler de la fameuse annonce de NVIDIA pour aider OpenAI avec le centre de données en Ohio l'année dernière, ça fait quasiment un an. Ils étaient arrivés avec une grande annonce, on va fournir 250 milliards de dollars. Alors, leur action avait monté, etc. On est quasiment un an plus tard, il n'y a rien qui est finalisé, rien qui est fait, et le montant a fondu. J'avais mis 120 milliards, c'était le dernier chiffre que j'avais quand j'ai écrit ça. Aujourd'hui, d'après ce que je sais, c'est même descendu à 105 milliards. Donc on voit que ça n'arrête pas de descendre, qu'ils annoncent quelque chose, que c'est pas fait. Alors il faut toujours garder en tête qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites pour essayer de garder le marché actif, surtout avec des IPO qui arrivent, qui vont peut-être pas arriver, enfin on verra. Mais voilà, c'est le genre de choses qui est intéressant quand on regarde vraiment les détails de ce qui se passe versus juste les grandes nouvelles et les grandes annonces. Un peu comme des cérémonies pour couper avec le ruban, mais derrière, il y a pas toujours quelque chose qui se passe. Ensuite, dans mon analyse, je suis allé aussi beaucoup plus loin parce que j'ai détecté d'autres éléments problématiques. Un élément qui est passé un peu sous le radar de beaucoup, c'est la décision de la SEC qui change vraiment la donne. Donc le 29 juillet, je vous l'ai mis ici, en fait, en gros, ils ont dit qu'ils exemptent ce nouveau fonds de NVIDIA des règles en fait habituelles qui sont adossées à ce genre d'actifs. Et donc, ils ont supprimé discrètement les exigences de sécurité majeures comme l'obligation de rétention du risque non couvert. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés d'avoir le skin in the game, de mettre une partie de leur argent dedans pour montrer qu'ils y croient un petit peu quand même un minimum. Et aussi de faire des déclarations régulières sur l'utilisation des puces, le prix de location, la durée des baux, etc. Donc, en gros, d'amener de la transparence sur ce qu'il y a vraiment là-dedans versus de dire, fais-moi confiance, fais juste investir là-dedans, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera probablement regardé comme un des signes quand les gens diraient « Oh, on ne l'avait pas vu venir ». Juste ça, déjà, ça devrait être un gros drapeau rouge. Un autre drapeau rouge aussi, surtout avec tout ce qui se passe dans le crédit privé que je couvre depuis l'automne dernier, c'est que 5 des 6 partenaires, en fait, c'est des gestionnaires d'actifs privés et non des banques. Et donc, ils ont des règles différentes par rapport à ce qu'ils doivent faire. Donc, par exemple, les banques, il y a plus de règles en place
pour protéger les gens. Et donc le fait que ce soit principalement par du crédit privé et qu'on a vu à quel point on ne peut pas vraiment leur faire confiance, ça pose problème. Un autre drapeau rouge majeur, je ne reviens pas qu'il l'utilise comme un argument de vente. Larry Fink, le PDG de BlackRock, a osé comparer ce fonds à la création des mortgage-backed securities qui ont fini par faire tomber l'économie mondiale en 2008 avec l'immobilier aux États-Unis. Donc voilà, on pensait avoir tout entendu et donc je vous ai mis plus d'informations, mais voilà, vite fait là, le plus important à retenir par rapport à ça, c'est que contrairement à 2008, où une maison en théorie garde quand même de la valeur, même dans un crack majeur comme 2008, un GPU, ça devient très vite obsolète, c'est pas comme une maison, c'est pas comme un actif qui dure 20, 30, 40 ans, etc. Et donc ça risque de poser beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus rapidement que la création des mortgage-backed securities pour l'immobilier américain. Ensuite, un autre élément que j'ai noté dans mon analyse, c'est est-ce que Nvidia commence à manquer de clients solvables et donc ils vont chercher d'autres clients qui ne devraient pas être des clients, je veux dire des gens qui ne sont pas capables d'aller chercher du financement eux-mêmes et qui sont obligés d'être backés. C'est pas illégal, mais voilà, ça commence à amener du flou sur la vraie demande et la demande artificielle qui est générée par ce genre de choses. Surtout qu'ils mettent une grosse couverture, apparemment jusqu'à 25% des pertes sur certains contrats, etc. Il y avait une partie aussi quelque part qui disait qu'ils pourraient même racheter des actions d'entreprise si ça baisse trop, acheter de la capacité non utilisée. Enfin bref, il y a toutes sortes de critères et de règles qui font en sorte que Nvidia s'expose de plus en plus. Et donc ça pourrait être un problème et surtout un problème en chaîne parce que dès que ça commencerait avec un de leurs clients, ça pourrait créer un effet de panique. Ensuite, une autre chose que j'ai vu certaines personnes manquer, c'est que les véritables emprunteurs, justement, et ceux qui vont bénéficier de ce fonds en théorie, s'il va de l'avant, évidemment, s'il finit par arriver en réalité, c'est pas les grosses entreprises, c'est plutôt ce qu'on appelle les néo-cloud ou des petites entreprises qui sont beaucoup plus risquées. Et donc, on peut penser par exemple à CoreWeave qui a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et on a vu qu'en fait, 1 dollar sur 4 qui récupère un revenu est utilisé pas pour rembourser la dette, juste pour payer les intérêts de la dette. Et CoreWeave, leur dette, elle est dans la catégorie junk. Donc, ça veut dire c'est vraiment des dettes risquées qui ont peu de chances de se faire rembourser. Et un autre élément que j'ai noté dans mon analyse aussi, et que je pense que peu de gens ont noté, c'est que les partenaires de Nvidia, le crédit privé, sont allés s'exprimer publiquement sur le fait qu'ils étaient vraiment agacés que le PDG de Nvidia a juste décidé, après des mois de travail avec eux et que c'était pas fini, d'aller publiquement avec l'annonce, alors que clairement, ils sont pas prêts. Et donc voilà, on voit qu'il y a même de la tension au sein du groupe. Et donc, moi, je trouve que ça sent un petit peu la détresse de Nvidia qui essaie à tout prix de garder le narratif et le marché sans que ça casse trop avant le résultat financier et potentiellement avant des IPO pour OpenAI, Anthropic, etc. Mais comme vous savez, je suis pas sûr que ça va arriver, et en tout cas pas pour les deux. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que le marché a aussi réagi à cette annonce avec l'action de Nvidia qui a baissé et le coût des CDS, donc les Credit Default Swap, l'assurance contre les défauts de paiement de ces obligations, a vraiment monté. Et donc c'est comme si le marché, juste avec cette annonce qui était supposée être positive, a dit on commence à moins faire confiance à Nvidia. Et ça, c'est avant les résultats financiers où on aura plus d'informations sur, parce qu'ils sont obligés de donner certaines informations quand ils donnent leurs résultats financiers, sur des ententes, sur des contrats, des montants qu'on ne voit pas en ce moment, etc. Donc, juste avant, déjà, ça commence à sentir le roussi. Alors, voilà, qu'est-ce que ça va être après? J'ai quand même mis qu'en conclusion, voilà, ça ne veut pas dire non plus que c'est de la fraude, que tout va s'écrouler, mais voilà, quand il y a autant de problèmes comme ça, c'est important de ne pas l'ignorer, parce que sinon, ça peut vraiment poser problème. Et rappelez-vous que voilà, les débuts d'Internet étaient réels, hein, les câbles en fibre optique, etc., ils étaient réels, mais ça n'a pas empêché que voilà, quelque chose de majeur au niveau technologique ne garantit pas la rentabilité des investissements et ne justifie pas de payer n'importe quel prix. Donc, il y a un moment donné, il faut vraiment séparer les deux, la technologie de ce qu'on paye pour ça, parce que c'est ça qui fait toute la différence au bout du compte quand on investit. Et donc, ça nous ramène aux résultats financiers de Nvidia, parce qu'avec tout ça, le marché pourra vraiment interpréter et réagir de manière très différente que dans le passé, incluant pour les entreprises qui ont déjà rapporté leurs résultats pour le deuxième trimestre. Et en plus de ça, on a des conditions financières qui deviennent de moins en moins prévisibles. Alors comme vous avez certainement vu, il y a déjà plusieurs entreprises, même je dirais la majorité, qui ont rapporté des résultats, qui ont battu les estimés, hein, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui avaient quand même des bons résultats sur le papier, et en pourcentage, et en croissance, etc. Et malgré ça, la majorité ont été pénalisées. On peut penser entre autres à SanDisk ou à Western Digital ou aux autres dont j'ai parlé sur ma chaîne. Et donc on voit qu'il y a quand même ce changement qui se fait parce que les attentes des investisseurs deviennent de plus en plus déraisonnables. Et donc la croissance ne peut pas continuer tout le temps en ligne droite ou en exponentielle
Donc forcément, ça pose problème. Et l'autre élément qui est arrivé ce matin, donc j'ai pas encore eu l'occasion de faire une analyse approfondie, mais je tenais quand même à vous mentionner, c'est que les conditions financières qui soutiennent tout ce boom de l'IA, eh ben, elles viennent d'envoyer un nouveau signal. Donc vous avez peut-être vu cette histoire avec Bessent aux États-Unis qui a décidé et dit que ils vont doubler ce qui est racheté pour la dette des États-Unis sur le long terme pour le ramener au court terme. Et donc c'est quand même un signal important. On a vu une grosse réaction, comme je l'ai mentionné dans l'intro, en bourse, en or, sur les obligations de long terme, etc. Et bien qu'en théorie, à court terme, ça pourrait être bénéfique à Nvidia et à l'intelligence artificielle d'avoir des taux de financement qui sont plus bas qui n'arrêtent pas de monter. La raison pour laquelle ces taux plus bas arrivent, ça c'est un problème parce que ça montre que le gouvernement américain commence à paniquer, ce qui était un peu prévisible. On le voyait venir depuis les derniers jours avec les nouveaux records des taux longs, je pense qu'on n'avait pas vu depuis 19 ans ou quelque chose comme ça. Et donc on voyait que ça atteignait des niveaux où dans le passé il y avait toujours eu quelque chose, une intervention du gouvernement ou de la Fed ou des deux. Et donc voilà, c'est quand même un moment critique. Et donc on a vu l'intervention de ce matin qui est venue secouer un petit peu déjà ce qui était quand même fragile en partant. Alors à ça, ça vient s'ajouter évidemment le contexte en ce moment qui est plus compliqué que ce qu'il y avait peut-être il y a un mois ou deux, hein. On parle de la situation qui s'empire au niveau de la géopolitique et de l'Iran, de Kevin Warsh qui a chamboulé un peu les marchés avec sa dernière conférence de presse et qui le fera peut-être la semaine prochaine aussi, après Nvidia Jackson Hole. Il y aura une conférence de presse très importante dont j'ai parlé dans mon dernier Substack. Il y a toujours le yen carry trade, même si aujourd'hui, évidemment, cette annonce a eu un impact immédiat en baissant le dollar et en remontant la valeur du yen. Mais est-ce que ça va durer? Donc voilà, on est quand même dans un contexte assez différent et je dirais plus problématique que peut-être ce qu'il y avait il y a un mois ou deux pour les autres entreprises dans le domaine de l'IA. Et donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment le marché va réagir à Nvidia, parce que Nvidia est devenu tellement gros et avec des tentacules qui touchent à tellement d'entreprises qu'il peut y avoir un peu cet effet domino où on a l'impression qu'il y a énormément et de plus en plus qui reposent juste sur une seule entreprise, Nvidia au centre. Vous avez sûrement vu ce fameux montage qu'on voit souvent de toute l'économie circulaire de l'IA et que Nvidia est vraiment au centre. Et donc, s'il arrive quelque chose à Nvidia, ça pourrait vraiment avoir un impact majeur sur l'économie américaine, sur l'économie mondiale et évidemment tout ce qui est relié à la bourse. Alors, le but de partager cette analyse avec vous, c'est pas de vous convaincre que Nvidia est sur le point de tomber en chute libre. C'est plutôt de vous aider à être un peu plus proactif pour ne pas avoir à trouver un plan d'urgence pendant que votre portfolio est en train de saigner, si justement ça arrive. Donc en d'autres mots, c'est pas forcément un signal de vente, c'est un signal de gestion du risque et de vous dire un petit peu comme quand on conduit, de vérifier que vos freins fonctionnent, que votre airbag est fonctionnel aussi au cas où vous en avez besoin. Et je voulais juste vous montrer rapidement, sans entrer dans les détails, 3 situations pour vous montrer un petit peu le genre de gestion du risque que je fais et que j'aide les gens à faire. Donc, globalement, vous pouvez avoir 100 actions de Nvidia ou d'un autre actif dans le domaine de l'IA, ou vous pouvez le remplacer par un contrat qui correspond à 100 actions, donc vous avez la même exposition, ou vous pouvez garder vos actions et acheter ce qu'on appelle une option de vente, un put en anglais, c'est un petit peu comme une assurance qui vous garantit un prix de sortie. Et donc on voit que si le prix de l'action monte, vous avez une participation complète. Ici, vous avez une participation presque complète, donc c'est complète moins le petit prix payé pour la prime ou le go prix, dépendamment de ce que vous choisissez. Et ici, vous avez aussi, vous capturez l'essentiel, dans les deux cas ici, en fait ça aurait dû être la même couleur, vous participez à la hausse et vous avez juste un peu moins de hausse que celui qui a les actions parce que vous avez payé une petite prime pour avoir votre contrat. Si le prix de l'action baisse, celui qui a les actions, ça ne change rien. Et ici, on perd la prime de l'assurance. Donc, comme quand on a une assurance habitation ou auto, le but, c'est pas de l'utiliser. Donc, on perd la prime, entre guillemets, chaque année. Mais s'il n'y a pas eu d'accident, en fait, on est content. Mais bon, je voulais juste le mentionner. Et là où ça fait toute la différence, c'est s'il y a une forte baisse, ce qui est tout à fait possible. On l'a vu, par exemple, avec la Corée du Sud, qui nous a donné peut-être un avertissement pour ceux qui écoutent. Et donc, s'il y a une grosse baisse sur une des actions que vous détenez, vous êtes exposé à 100% de la chute ici, alors que dans les deux cas ici, votre risque est plafonné dès le début, et plafonné et connu dès le début. Et donc, ça amène beaucoup de sécurité et de paix d'esprit. Donc, comme je l'ai mis en bas, c'est vraiment éducatif. C'est pas pour vous dire d'aller acheter ça tout de suite. Et aussi, il faut prendre en compte pour ceux qui utilisent déjà les options que la volatilité implicite est très haute juste avant les résultats financiers. Donc, en d'autres mots, il y a une prime de risque qui est beaucoup plus élevée que d'habitude. Et donc, ça demande d'ajuster les choses. Donc, voilà. Alors, avant de vous donner accès à des ressources gratuites qui pourront vous aider à mieux comprendre si ça vous intéresse,
je voulais revenir sur le sujet du jour pour vous donner ma conclusion. Pour les 3000 milliards de dollars de l'article du Wall Street Journal, ça prouve pas que la bulle va éclater demain. Ça veut pas dire non plus que les clients potentiels de Nvidia qui accéderaient à cette plateforme sont insolvables ou ne méritent pas un investissement. Par contre, ça montre que la bulle de l'IA est en train de glisser dans cette pente savonneuse. Et donc, c'est un moment où c'est quand même important de faire plus attention que d'habitude. Et l'élément, je pense, le plus notable de ça, c'est que quand on arrive à voir de l'ingénierie financière comme ça, comme on a vu aussi à la fin de la bulle de l'an 2000, avec certaines entreprises, on pense à Lucent par exemple, c'est que ça met du flou sur la vraie demande versus la demande qui est créée de toutes pièces et qui n'existerait pas si ce n'était pas pour ce financement circulaire à cette échelle, avec cette accélération, etc. Donc voilà, c'est de prendre ces différents éléments en compte et le fait que maintenant ça se rend dans les nouvelles mainstream pour nous dire que, attention, si la psychologie des marchés change ou si des nouvelles changent et ça influence, ou les deux changent en même temps, ou autre chose. Enfin, ça peut être vraiment une tempête parfaite qui se déclenche. Et donc, il faut rester au courant de ce qui se passe parce qu'on est à un moment charnière. Alors, je vais continuer à suivre les développements de NVIDIA et de l'IA sur YouTube ici. Mais si vous voulez des choses plus régulières, plus en détail, avec plus de graphiques, etc., vous pouvez aussi vous abonner gratuitement au carnet des marchés sur Substack. Comme ça, vous recevrez au moins une partie chaque semaine des choses importantes que j'ai notées pour vous permettre d'être plus au courant et de ne pas dépendre aussi de l'algorithme de YouTube qui peut parfois ne pas vous notifier à temps quand il y a vraiment des alertes importantes qui se déclenchent. Si vous voulez regarder une autre vidéo, voici à gauche la vidéo que YouTube vous recommande. Mais si vous gérez vous-même un portefeuille important et que votre plan dépend encore de votre capacité à vendre exactement au bon moment, je vous recommande plutôt de regarder ma playlist à droite consacrée à la gestion du risque. Je vous y présente les différents outils qui permettent de définir le risque avant que la volatilité arrive, comme l'exemple que je vous ai montré plus tôt. Alors merci et n'hésitez pas à me laisser vos questions et vos commentaires et à la prochaine.